Cependant, le gouvernement, en insistant sur la cession totale des terres, a interprété les accords comme une transaction où les Autochtones cédaient leurs droits fonciers en échange de vivres et de biens. Ce contraste d'interprétation a conduit à des malentendus importants et à des ressentiments durables. Les cérémonies et les symboles dans la signature des traités. Les traités étaient souvent conclus lors de cérémonies où des cadeaux étaient échangés pour symboliser le lien entre les signataires. Les Premières Nations considéraient ces cérémonies comme des moyens de renforcer les relations de partage et de renouveler les accords chaque année, à travers les annuités des traités. Cependant, cette idée de relation continue et réciproque n'était pas pleinement partagée par le gouvernement canadien, qui insistait sur l'interprétation écrite des traités comme cession irréversible des terres. La gestion des terres et la question de la souveraineté. Les peuples autochtones, dans leur conception des traités, insistaient sur la gestion responsable des terres, plutôt que sur leur propriété. Pour eux, la terre était indissociable de leur identité et de leur mode de vie. Par contre, ces traités écrits stipulaient que les Autochtones cédaient tous leurs droits, titres et privilèges sur ces terres, un concept opposé à celui de la gestion durable. Cette divergence a engendré de nombreuses tensions concernant la gestion des ressources naturelles et la souveraineté autochtone. Les traités 7 à 11 et les ajustements régionaux. Les traités 7 à 11, négociés entre les 19e et 20e siècles, ont tenu compte des spécificités régionales et des propriétés des communautés autochtones. Par exemple, le traité 7 se concentrait davantage sur l'élevage du bétail que sur l'agriculture, tandis que le traité de 8 à 11 était axé sur l'exploitation des ressources naturelles dans le Nord. Ces ajustements reflétaient les réalités locales et les besoins spécifiques des populations autochtones. La résistance du Nord-Ouest et les Métis. La résistance des Métis en 1885 a marqué un tournant important dans les relations avec le gouvernement. Ne recevant pas de réponse satisfaisante concernant la reconnaissance de leurs titres et de propriété de leurs droits dans les traités, les Métis sont poussés à la rébellion. La défaite à Batoche et l'exécution de leur leader, Louis Riel, ont mis à la lumière la frustration entre les peuples autochtones face à un gouvernement qui ne répondait pas adéquatement à leurs demandes. Les traités modernes. À partir des années 1970, les traités modernes ont émergé, comme les revendications globales en réponse aux impacts de l'exploitation des ressources naturelles. L'accord sur les revendications territoriales du Nunavut en 1993 a permis aux Inuits de revendiquer de vastes portions de terre et d'obtenir des droits de ressources naturelles. Ce traité a aussi conduit à la création du territoire autonome du Nunavut avec un gouvernement fondé sur un modèle de consensus. La conclusion, la réconciliation et les enjeux contemporains. Aujourd'hui, les traités numérotés demeurent essentiels pour les relations entre les Premières Nations et le gouvernement canadien. Ils sont un pilier pour la reconnaissance des droits territoriaux, la gestion des ressources naturelles et la préservation de l'identité culturelle des communautés autochtones. Cependant, les divergences dans l'interprétation de ces accords continuent à nourrir des tensions. La réconciliation et la mise en œuvre des droits. Le concept de réconciliation, tel qu'annoncé dans le rapport de la Commission de la vérité et réconciliation du Canada en 2015, reste une priorité, mais sa mise en pratique est complexe. La réconciliation passe par la reconnaissance des injustices passées, la mise en œuvre des engagements pris dans les traités et l'établissement des relations respectueuses et mutuellement bénéfiques. Le rôle des traités dans la gestion des ressources naturelles. Les traités modernes, comme les anciens, continuent à jouer un rôle crucial dans la gestion des ressources naturelles et la préservation des droits des peuples autochtones. Les négociations actuelles visent à rectifier les déséquilibres historiques en intégrant les principes de partage des ressources, de la gestion durable et du respect de l'autodétermination des communautés autochtones. Les traités modernes permettent ainsi une forme de co-gouvernance qui tient compte des aspirations des peuples autochtones à préserver leur mode de vie traditionnel tout en répondant aux défis économiques contemporains. Conclusion générale. Les traités numérotés, malgré leur interprétation divergente, restent un cadre essentiel pour les relations entre les peuples autochtones et l'État canadien. La reconnaissance des droits ancestraux, la mise en œuvre des accords et la réconciliation demeurent des enjeux de taille, mais sont nécessaires pour garantir un avenir de coopération et de respect mutuel.
C'est ce qui termine le cours numéro 3. 25% du diplôme est maintenant effectué.